Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Aujourd'hui, nous allons jouer à un petit jeu. Nous allons prendre Bill Gates, professeur Didier Raoult et Michel Onfray. Le but du jeu sera de leur attitrer le qualificatif convenable en fonction de l'analyse que nous pourrons faire des petites entrevues qu'ils donnent. Après ça, on va prendre une petite description de leur personne sur Wikipédia et nous verrons qu'est-ce que ça donne. Concernant l'entrevue de Bill Gates, bon, bien sûr, Bill Gates est un anglophone. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais activer les sous-titres en bas et je vais un petit peu là, vous traduire qu'est-ce qu'il dit. Mais c'est pas grave. Je pense que vous allez quand même comprendre là, l'ensemble de son propos. Lui, ce monsieur-là, je sais pas c'est qui, là. En tout cas, c'est une entrevue qui a été donnée à Yahoo Finance. Right now, Bill, maybe even the President of the United States, what would you do? Alors, Monsieur Bill Gates, si vous étiez président des États-Unis, comment est-ce que vous géreriez la situation de pandémie? Well, trying to denigrate Dr. Fauci probably isn't the best approach. Alors, première chose qu'il dit, c'est, écoutez, je ne veux pas dénigrer l'approche du docteur Fauci, mais c'est probablement pas la meilleure. You want the experts to get the airtime, let them talk about, what drug trials have worked, which ones haven't. Don't, mislead people on those things. And, the US CDC is a very capable organization, the best in the world. Dr. Fauci and I talk on a regular basis about this innovation pipeline and how our foundation and NIH are funding both the first wave of vaccines and then a second wave of vaccines. And so the capacity to do this right exists in the country. Alors, grosso modo, ce qu'il dit, c'est qu'il a quand même assez régulièrement des communications avec le docteur Fauci. Et lui, ce qu'il dit aussi, c'est que normalement, il faut quand même qu'on laisse parler les experts concernant les bonnes médications qu'il peut y avoir. Et c'est pas trop long non plus qu'il commence à parler de vaccination, hein? Build a website, put the CDC's name on it, and it will prioritize who should get tested. You get the message about masks to be a kind of bipartisan, let's protect other people type message. And then you engage in the complex discussion about which things it's beneficial to reopen, like, perhaps kids under 15, whereas, schools for older kids in communities with lots of infections, sadly, you probably aren't going to be able to do in person. Alors là, c'est ça, il a donné son avis un petit peu, entre autres, là, sur les enfants, les affaires qu'on peut réouvrir. Il a donné aussi un petit peu son avis sur le masque. Bref, ce gars-là, il se pitch partout. Puis, regardez, il a de l'air vraiment tout à fait persuadé de qu'est-ce qu'il dit. Alors, nous allons maintenant déterminer quelles sont les qualifications de Bill Gates pour parler de ce genre de situation-là, OK? En parler ensemble dans une maison, en tout cas, entre amis, entre collègues, n'importe quoi, c'est tel que tel. Mais quand vous êtes rendu devant un canal comme par exemple Yahoo Finance et que vous permettez de donner votre avis sur des affaires qui sont vraiment quand même pointues et qui parlent de santé publique, on s'attend normalement à ce que la personne ait un certain background en sciences médicales, au minimum, mettons. Alors, Bill Gates. William Henry Gates III, dit Bill Gates, né le 28 octobre 1955 à Seattle, État de Washington, est un informaticien et entrepreneur américain, pionnier dans le domaine de la micro-informatique. En 1975, à l'âge de 20 ans, il fonde la société de logiciels de micro-informatique Microsoft, rebaptisée depuis Microsoft, avec son ami Paul Allen. Son entreprise achète le système d'exploitation QDOS pour en faire le MS-DOS, puis conçoit le système d'exploitation Windows, tous deux en situation de quasi-monopole mondial. En 2019, le magazine Forbes classe Bill Gates comme le deuxième homme le plus riche du monde, avec une fortune de 105 milliards de dollars américains, détrôné par le fondateur du site Amazon, Jeff Bezos,
qui lui dispose d'une fortune estimée à 112 milliards de dollars américains. Depuis octobre 2007, Bill Gates se consacre à sa fondation Bill et Melinda Gates. Quelle est la formation de Bill Gates? La formation académique. En 1973, Gates entre à l'université Harvard à l'âge de 18 ans. Il y rencontre Steve Ballmer, futur CEO de Microsoft. Il abandonne rapidement ses études pour se consacrer uniquement à la programmation informatique. Alors, de ce qu'on comprend, Bill Gates n'a absolument aucun diplôme en quoi que ce soit. En 2000, il crée la fondation Bill et Melinda Gates qui a pour objectif d'apporter à la population mondiale des innovations en matière de santé et d'acquisition de connaissances. Elle dispose de 102,8 milliards de dollars. Puis ça doit être probablement 2000, je suppose. En 2006, la fondation Gates avait déjà dépensé 25,26 milliards de dollars, en particulier pour vacciner 55 millions d'enfants. Bill Gates a également annoncé vouloir léguer 95% de sa fortune à sa fondation. Alors, M. Gates est quand même relativement encore assez jeune, là. Fait qu'on va être pogné avec encore pour un bon bout de temps. La fondation Bill et Melinda Gates fait aussi l'objet de controverses. Je ne rentrerai pas dans le détail, vous êtes déjà sûrement au courant, mais des grosses fondations de ce genre-là, c'est jamais bien clean. Alors, dans sa vie, Bill Gates a reçu plusieurs distinctions. Voici de quelles il s'agit. Il a reçu le 22 novembre 2016, donc vous vous souvenez, le président Donald Trump a été élu président donc en novembre 2016 et Barack Obama est encore président parce que dans le fond, la passation des pouvoirs s'est donnée en janvier 2017, OK? Alors, il a reçu la médaille présidentielle de la liberté. Le 21 avril 2017, il a reçu commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur, c'est décoré aux côtés de son épouse par François Hollande. Il a été nommé chevalier commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique en 2005. Il a reçu un doctorat honorifique de l'Université Waseda en 2005. Il a reçu un doctorat honorifique de l'HEC Paris. Et il a reçu un doctorat honorifique de l'Université de Cambridge en 2009. Alors voici quel était le portrait résumé de Bill Gates. Maintenant, nous allons enchaîner avec le docteur Didier Raoult. Le programme, moi, que j'ai lu jusqu'à présent, ça me paraissait de la science-fiction. Donc pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est surtout de la publicité. Alors, je n'ai pas vu d'article scientifique. Alors, la question, en fait, c'est que pensez-vous du vaccin? Malheureusement, la question a été coupée, là, mais c'est... Donc, là, il parle du vaccin présentement. J'attends de voir des vraies données. Et puis... les laboratoires n'ont pas encore publié les essais. Et puis les essais, si vous voulez, il ne s'agit pas de dire si je fais ça, ça fait des anticorps. Il s'agit de dire, écoutez, voilà, on a une population exposée. Dans cette population exposée, dans des conditions naturelles, chez des gens qui représentent la cible, ça marche. Et ça, on verra, mais si vous voulez, les vaccins, y compris extrêmement utilisés, comme celui de la grippe, si vous voulez, on sait qu'en réalité, la cible réagit assez mal au vaccin, parce que l'immunité va en se dégradant. C'est ce que l'on sait avec l'âge. Ouais. Et donc, toutes les décennies sont associées à une baisse de 10% de la réaction au vaccin contre la grippe. Hein. Donc plus on est âgé, moins le vaccin fonctionne, c'est ça? Pour ceux que l'on connaît, oui, pour tous ceux qu'on connaît. À partir du moment où vous avez dit, écoutez, plutôt que de mettre en place une véritable stratégie qui a mis très longtemps à se mettre en place, écoutez, on fait les tests, on voit là ceux qui sont positifs, on les prend en charge, on regarde ceux qu'ils ont, ceux qui sont négatifs, ils peuvent rentrer chez eux, plutôt que de mettre en place une véritable stratégie de prise en charge des malades, on a cru que c'était une gestion qui allait pouvoir se gérer politiquement et non médicalement. À partir de ce moment-là, les politiques ont cru depuis le début qu'il y allait avoir une baguette magique,
Cette baguette magique, leurs experts qui ont l'habitude depuis 20 ans de travailler avec l'industrie pharmaceutique ont cru que ça allait venir de l'industrie pharmaceutique qui allait trouver une baguette magique. Et non, d'abord le remdesivir. Le remdesivir, souvenez-vous qu'ils sont encore fait rouler à la farine il y a quelques jours en achetant pour 2 milliards de vaccins d'un médicament dont moi je le dis depuis mars que ça ne marche pas. On va y revenir dans un instant. Mais maintenant, non mais encore une fois c'est la même chose, c'est maintenant. Il n'y a plus cette baguette magique, donc la nouvelle baguette magique, ça va pas être de lutter, de faire le métier. Pour résoudre les combats, il faut se battre à la vietnamienne. Il ne faut pas se battre comme Napoléon III. Voyez, on a une défaite et tout s'écroule. C'est comme les Vietnamiens, on gagne maison par maison, patient par patient. Voyez, c'est comme ça qu'il faut se battre. C'est la guérilla qu'il faut faire. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de respect pour la stratégie qui a été mise en place. Vous savez, la stratégie de nos pays. Et la France n'a pas été la pire de ce point de vue-là. L'Angleterre, sur lequel le truc, vous vous rendez compte qu'ils ont fait un programme de vaccination qui a été repris par l'OMS. Les Américains ont fait pareil, d'évaluation thérapeutique, sans exiger qu'il y ait au moins un test diagnostic. Mais vous vous rendez compte, le niveau... En Afrique, on ne fait pas ça. Personne ne fait ça en Afrique. Pour faire un diagnostic, on fait un test. On n'inclut pas dans des essais thérapeutiques, pour la folie de faire des essais thérapeutiques, des gens dont on ne connaît pas le diagnostic, quand même. Je pense que si on s'amusait à faire ce vaccin obligatoire, vous auriez une révolution. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Voilà, non, je pense que c'est le président Macron qui a arrêté ça. Donc il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire parce que là, on aura une révolution, c'est-à-dire quelque chose dont on ne sait pas si c'est dangereux, on ne sait pas si ça marche, et on rend ça obligatoire. Alors ça, c'est vraiment la folie. Après, le risque, il y a 2 choses dans le vaccin. Il y a la protection individuelle, le risque individuel que théoriquement on aurait le droit de prendre, et que dans ce pays, on n'a plus le droit de prendre non plus. Quand on vous empêche de prendre des médicaments que vous avez envie de prendre, c'est quand même que vous n'avez plus le droit de décider de ce que vous faites. Mais moi, je suis libéral de ce point de vue-là. Si vous décidez pour vous traiter ou pour vous prévenir de prendre ce vaccin, vous le faites. Ça, c'est différent d'une politique d'État qui dit vous devez le faire. Alors, je me suis abstenu de commenter pendant que professeur Didier Raoult parlait, OK? Moi, écoutez, je suis le professeur Didier Raoult depuis le tout début. Je comprends tout à fait, toujours à 100% qu'est-ce qu'il dit, OK? Hier encore, j'ai écouté une émission où on a encore fait référence à Didier Raoult, puis je comprends pas les gens qui participaient à l'émission, il y en a plein qui écoutent qu'est-ce qu'il dit, puis ils disent qu'ils comprennent pas qu'est-ce qu'il dit. Bon, alors écoutez, je sais pas, c'est-tu parce que je suis plus intelligent qu'eux ou moins bête, je le sais pas. Mais moi, tout ce que j'ai entendu là, je l'ai compris sans aucun problème. Mais écoutez, des fois, on parle le même langage, on se comprend. Il y a du monde qui sont compatibles en communication, si on peut dire. Alors, qui est Didier Raoult? Didier Raoult, né le 13 mars 1952 à Dakar, au Sénégal, est un spécialiste français des maladies infectieuses, professeur de microbiologie à la faculté de médecine et à l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille, qu'on appelle l'IHU. Lauréat du Grand Prix de l'INSERM en 2010, il décrit avec son équipe marseillaise des virus complexes. Soit dit en passant, COVID-19, SARS-CoV-2, c'est un virus. OK? Il est qu'auteur de milliers de publications scientifiques. Formation médicale et en biologie. En 1972, il passe un baccalauréat littéraire en candidat libre, puis, alors qu'il n'a aucune vocation dans ce domaine, il s'inscrit à la faculté de médecine de Marseille, car c'était les seules études que son père acceptait de financer. Alors, vous savez, en fait, Didier Raoult, c'est une ancienne génération où, admettons, vous aviez des parents riches, là, puis là, les parents riches, admettons, je pense que son père était un médecin, justement. Donc, il a dit non, mon Didier, si tu veux aller à l'université, moi, je vais te payer tes cours seulement si tu vas en médecine. Bon, alors, c'est correct, je vais y aller. Il réussit l'internat et souhaite devenir obstétricien, mais son classement à l'internat ne lui permet pas. Il devient donc infectiologue comme son arrière-grand-père Paul Legendre. À l'issue de ses études menées en dilettante, il obtient son diplôme d'état de docteur en médecine en 1981 après avoir soutenu sa thèse d'exercice à l'université d'Aix-Marseille II. La même année, il obtient le diplôme de médecine tropicale de l'université de Marseille.
Nous avons aussi la description de la carrière professionnelle de Didier Raoult. Je vais pas en parler parce que c'est vraiment très long, OK? On s'entend qu'il a travaillé là-dedans toute sa vie, cet homme-là. Juste pour faire un petit résumé sur certaines affaires, il est d'abord reconnu pour ses contributions à la recherche sur le mimivirus, celui des girus. Il a reçu des prix pour ses travaux sur les agents pathogènes, sa co-découverte des virus géants, le prix à la Fondation Institut de France en 2015 pour son étude sur le répertoire des microbes du tube digestif et l'évolution de son activité antibiotique, contribue à mettre en valeur ses découvertes scientifiques. Chercheur iconoclaste et prolifique, il fait partie en 2015 des chercheurs français les plus cités dans la communauté scientifique internationale. L'un des meilleurs infectiologues de la planète selon Le Point. Le site américain ExpertScape, spécialisé dans le référencement de médecins experts, le classe premier au monde pour les maladies transmissibles en 2020. Didier Raoult est reconnu comme un spécialiste en matière de maladies infectieuses et tropicales. Ses champs de recherche sont la microbiologie clinique, les virus géants, les bactéries nouvelles, les rickettsis, Bartonella, fièvre Q, maladie de Whipple, paléomicrobiologie, microbiogénomique, analyse du microbiote humain, microbiote et cancer, études sur les probiotiques, hypothèses de recherche sur le sida. Prix et distinction. En 2002, il reçoit le prix d'excellence de la Société européenne de microbiologie clinique et maladies infectieuses. 2003, il reçoit le prix Jean Valade, Fondation pour la recherche médicale. 2008, il reçoit le prix Sackler Lecturer, Université de Tel Aviv en Israël. 2009, il reçoit le prix Eloï Collery, l'Académie nationale de médecine. 2010, il reçoit le Grand Prix de l'INSERM. 2015, il reçoit le prix de la Fondation Louis D. Institut de France sur le thème Étude du monde microbien, nouveau concept, nouvelle approche. Dans les décorations qu'il a reçues, officier de la Légion d'honneur, décret du 31 décembre 2010. Avant, donc, il a fallu qu'il soit nommé chevalier de la Légion d'honneur, décret du 30 décembre 2000. Il a reçu aussi le titre de commandeur de l'Ordre national du mérite, décret du 15 mai 2015. Et il a reçu aussi chevalier de l'Ordre national du mérite, décret du 13 mai 1995. Alors voici quel est le pedigree de professeur Didier Raoult. Et maintenant, nous allons passer à Michel Onfray. Ce matin, avec nous, Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, essayiste, fondateur de la revue Front Populaire. Avant ça, Michel Onfray, quelques questions liées à l'actualité et puis la gestion du Covid. Je rappelle que vous avez eu le virus, que vous avez attrapé, vaincu. Vous êtes en pleine forme, là, visiblement, ce matin. Vous nous le raconterez tout à l'heure, ainsi peut-être que le coup de fil au professeur Raoult. Mais en ce moment, il y a, outre le couvre-feu et puis le dépistage, il y a le débat aussi sur le plan de vaccination. Avec ce que vous avez vécu, vous, quelle est votre attente par rapport à cette campagne de vaccination? J'ai beaucoup dit que j'étais l'enfant de la République. Moi, je me souviens qu'à l'école, on m'avait appris Pasteur, la rage, le vaccin, la différence entre les vaccins, le sérum, etc. C'est-à-dire que il y a une science qui est reconnue par la planète entière. Ça fait des décennies, il y a des millions de gens qui ont été soignés avec les vaccins, et on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui sont dans le nihilisme le plus total sur ce sujet, en nous disant non, pas de vaccin, c'est dangereux, puis avec tout le délire, quoi, les effets secondaires, avec l'idée qu'on pourrait injecter au corps défendant des gens des nanotechnologies à partir desquelles on pourrait les piloter. Mais les gens sont déjà pilotés avec leur portable. Ils n'ont pas compris qu'on n'a pas besoin de nanotechnologie pour être suivis, pistés. Ils sont déjà dans la servitude volontaire avec leur propre téléphone portable. Et il y a un délire complet. J'entendais tout à l'heure sur votre antenne. Moi je veux bien, mais le vaccin c'est pour les autres aussi. Il n'y a pas que soi. On est dans tout pour ma gueule. Moi je suis jeune, je vais bien, je vois pas pourquoi je me vaccinerais. Mais mon cher monsieur, pour protéger les autres.
Parce que les autres existent, vous n'êtes pas tout seul dans la vie. Donc il y a un moment donné où il faut se dire, je protège les gens parce que les autres me protègent aussi, c'est ainsi qu'on arrêtera cette maladie. C'est déjà le cas avec la grippe, hein. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais nous, on a une culture de grossièreté, de vulgarité, d'égotisme, etc. Vous savez, en Asie, les gens, ils portent des masques, non pas pour se protéger d'autrui, mais parce qu'ils protègent autrui. C'est-à-dire, il y a une disparition du civisme depuis après mai 68, je dirais. Il consiste à dire, moi d'abord, moi tout seul, moi je n'en ai rien à faire. Je voyais aussi tout à l'heure des fiestas avec 500 personnes à Marseille. Cette façon de dire, mais on est jeune, on va bien, etc. Mais mon garçon, tu es jeune, c'est bien, mais les autres que tu vas contaminer. Oui, mais Michel Onfray, on peut comprendre peut-être aussi une forme de défiance en se disant, là, sur la gestion comme du Covid, que ce soit sur le dépistage, sur les masques, on nous a un petit peu baladé. Donc là, on est en train de travailler sur un vaccin qui n'est pas tout à fait d'ailleurs un vaccin, qui est une autre technique, hein, la thérapie en fait génique. Ça va très vite alors que jusqu'à présent on n'était pas habitué. Donc on peut comprendre cette petite défiance. Non, les gens sont moins cultes la plupart du temps. Demandez-leur comment est constituée une cellule. Est-ce que l'ADN, comment se distingue l'ADN de l'ARN par exemple. Moi aussi j'ai appris ça à l'école. Je veux dire, le noyau. Ça vous l'avez cultivé même dans vos livres, en fait. Aussi. Non mais vous avez raconté en fait. Oui, dans les noyaux cytoplasmes de membrane. Vous dites voilà, ça n'entre pas dans le noyau cet ADN porteur. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de délirer. Cette façon de dire, on va modifier notre ADN. Et les gens mangent des céréales qui ont été génétiquement modifiées. Ils n'ont pas l'impression qu'on va modifier forcément leur ADN. Donc, vous dites, n'ayez pas peur, quoi. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur. Vous savez, j'avais un peu prévu votre question. Je vais faire quelque chose. Oui. Parce que je vais vous lire une petite notice. Voilà. Non, mais c'est... Blablabla. Donc là, Michel Onfray a pris une liste des contre-indications, là, des affaires qui peuvent arriver quand que vous vous faites injecter un vaccin, Donc, nous voyons qu'ici, Michel Onfray est très, très volubile, OK, sur la question des masques, la question des vaccins, la question du comportement des Français, patati patata. Écoutez, moi, Michel Onfray, c'est quelqu'un que je respecte énormément. C'est quelqu'un qui fait partie de mes références. En tout cas, bref, ça fait partie des personnes que je suis régulièrement. OK? J'apprécie dans 98% à peu près son opinion sur la plupart des sujets. OK? Alors, quand je suis tombé sur cette entrevue-là, je vous dirais que je suis resté quand même un petit peu surpris. OK? Par contre, il faut mettre un petit peu en perspective une affaire. OK? Michel Onfray, il a une santé plus que fragile. Il a fait, je crois, 2 crises cardiaques. Il a déjà fait des AVC. Donc, il a vraiment une santé très chambranlante. Alors, je peux peut-être comprendre que lui, sa vision de la vie et des affaires de même, je ne crois pas nécessairement qu'il a peur de mourir, là, mais je pense pas que ça lui tente nécessairement non plus. Et il va le faire tout ce qu'il faut pour éviter de tomber malade. Comme par exemple, à un moment donné, dans l'entrevue, on lui demande de donner son point de vue sur l'hydroxychloroquine. Parce qu'il a attrapé la COVID, lui, il n'y a pas longtemps, OK? Puis là, on voit qu'il s'en est sorti, tant mieux, là. Mais au début, quand il est tombé malade, il a appelé son médecin puis lui a demandé, parce que lui, il est ami avec le professeur Didier Raoult, OK? Fait qu'il a demandé à son médecin de famille si ça pouvait être bien pour lui de prendre le fameux cocktail hydroxychloroquine azithromycine, mais malheureusement, à cause de ses comorbidités, à cause de sa condition de santé à lui, ça ne lui était pas... c'était pas une bonne idée qu'il prenne ça, parce que justement, s'il y avait des complications, la complication, c'était qu'il pouvait en mourir, justement. Alors, je pense qu'il a décidé de s'en sortir pas mal de façon naturelle, là. Mais on voit, il est ici, il semble quand même très bien portant. Alors, donc, nous avons Michel Onfray qui s'est prononcé sur l'histoire de la crise de COVID et qui a donné comme je vous disais, son point de vue sur la vaccination, le masque, tout ça. Alors, nous allons encore là faire le portrait de Michel Onfray et nous allons voir quel est son qualificatif approprié. Michel Onfray, philosophe français. Oups. Oh, il est démasqué. Alors, déjà en partant, nous savons lequel des 3 qualificatifs sied le mieux à Michel Onfray. C'est un philosophe, OK? Donc, on s'entend que c'est probablement un des plus grands philosophes, en tout cas de l'histoire actuelle de la France, OK? Bon, alors, il a le droit, en tant que philosophe,
de donner son avis. Je sais que c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement cultivé, là, mais ça reste quand même que ça n'est qu'un philosophe, ça n'est pas un docteur de médecine. Alors, son avis, ben, rendu là, regardez, moi j'ai mon avis aussi, puis je vous dis pas que mon avis est nécessairement mieux que le sien, mais moi, avec ce que j'ai comme background, comme, regardez, je ne sais pas moi, mais comme connaissance, ben écoutez, sur bien d'autres sujets, il y a bien des affaires que, ben de toute façon, regardez, quand que vous faites un face-à-face avec Michel Onfray, c'est quand même assez rare que vous allez être capable d'avoir le déçu, parce que c'est quelqu'un qui parle énormément, mettons, là. Fait que pour mettre, en tout cas, peu importe, mais ça reste que je suis pas du tout d'accord avec son opinion sur ces sujets-là, OK? C'est un philosophe, il a le droit de le voir avec son état d'esprit à lui, mais ça n'en reste là. Bon, alors, nous allons maintenant parler de quelque chose que je trouve quand même important, OK? J'ai trouvé un petit truc qui est quand même très intéressant, OK? Et je vais vous montrer ça à l'écran tout de suite. Alors, donc vous savez, il y a eu, depuis le tout début de la crise, là, il y a eu l'histoire là, de la grosse chicane avec l'hydroxychloroquine, là, à peu près au mois d'avril, OK? Puis là, après ça, on essayait de nous pousser le remdesivir, comment est-ce que c'était merveilleux. Et après ça, rendu à la fin septembre, début octobre, il y a eu des études qui ont prouvé que le remdesivir était complètement inefficace. Pourtant, l'Union européenne en avait acheté déjà pour des milliards. Bon, alors vous vous rappelez tantôt quand Dr Raoult parlait des baguettes magiques, là, ben le remdesivir, c'était la première baguette magique. Donc, selon ce que Dr Raoult dit, la deuxième baguette magique, ça va être le vaccin. Bon, alors là, j'ai réussi à tomber sur un tweet ici où imaginez-vous que, écoutez, je sais pas si c'est 100% vrai ou quoi que ce soit, mais ça semble quand même assez, je vous dirais, assez crédible, OK? Donc, c'est la liste de prix des vaccins. Alors, voyez-vous, vous avez, admettons, le AZ, là, ça, c'est le vaccin de AstraZeneca. Donc, si on regarde, là, prix par dose, il va coûter 1,78 €, OK? Alors là, vous descendez Johnson & Johnson, Sanofi, BioNTech Pfizer. Ça, BioNTech Pfizer, ça, c'est le vaccin qu'on a présentement, OK? Alors, on voit que ce vaccin-là coûte 12 €. OK? Après ça, on continue à descendre. CureVac, je ne le connais pas. Moderna. Alors, ce vaccin-là vient tout juste d'être approuvé par la FDA, OK? Là, fait que là, ils vont pouvoir le passer à grande échelle. Combien coûte-t-il? 18 €. 18 $, en fait. 18 $ américains. Fait que, tu sais, en euros puis en dollars américains, ça devient pas mal. Alors, un vaccin COVID-19, on a une échelle de prix entre 1,78 € jusqu'à 18 $ américains. OK, bon, alors, ça reste comme ça. Maintenant, nous allons regarder une autre affaire qui est intéressante. Moderna. Alors, j'ai été voir sur le site de Moderna. OK? En janvier 2016, nous sommes entrés dans un grand projet global de santé. En accord avec la fondation Bill et Melinda Gates pour avancer la technologie des vaccins ARN. Donc, on se rappelle, janvier 2016. Donc, la fondation Bill et Melinda Gates s'est engagée à investir plus de 20 millions de dollars en fonds de départ, OK? Et tous les projets subséquents, en fait. Donc, le projet, il y a en fait là un investissement total en tout et partout de 100 millions de dollars. OK? Alors, la fondation de Bill et Melinda Gates ont financé Moderna, 18 $ américains, à hauteur de 100 millions de dollars. OK? Alors, faites les amalgames que vous voulez, je ne le sais pas trop, mais il y a une question de gros sous là-dedans. L'hydroxychloroquine, c'est pas Didier Raoult qui a inventé ça. L'hydroxychloroquine, ça coûte presque rien. OK? À la base, c'est un médicament que, avant l'histoire de la COVID, que vous pouviez prendre sans aucune prescription, imaginez-vous. Donc, conflit d'intérêt, je vous pose la question, qui a un conflit d'intérêt? Alors, la question de départ, le jeu de départ était le suivant. Qui et quoi? Donc, nous avions le charlatan, le scientifique et le philosophe.
nous avons déjà découvert que le philosophe était Michel Onfray. Il vous reste après ça à déterminer, en fonction de qu'est-ce que je vous ai donné comme information, qui est un scientifique, qui est un charlatan. Et ce que je peux vous donner comme exemple, là, une petite piste, si vous ne connaissez pas encore la réponse, qui actuellement est au règne de la campagne de vaccination? Qui a des connexions avec le Forum économique mondial? Qui est un grand pourvoyeur de fonds dans l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et qui a des connexions aussi avec l'ONU, et qui fait aussi très possiblement partie de le nouvel ordre mondial. Et toutes les histoires de Grand Reset, parce que ça, je vous en ai parlé aussi de ça. Alors écoutez, à vous de déterminer qui est quoi là-dedans. Il vous reste 2 choix. Vous avez 50% de chance, ou au contraire, vous connaissez la vérité et vous savez qui est quoi. Alors comment se fait-il que ce soit le charlatan qui soit au règne de la crise de la COVID et non pas la science? Parce qu'on sait que la science, depuis le début, ça a été mis de côté pas mal. On n'est jamais capable d'avoir des données probantes. Toutes les statistiques sont manipulées, interprétées de la pire des façons. Alors j'espère que la vidéo vous a intéressé. On se reprend sur une prochaine capsule. Bonne journée à vous. Bye bye.